Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, vous vous sentez un petit peu stressé en cette rentrée, peut-être même un peu plus stressé que l'année dernière. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Florence Rizzo. L'anti-sèche des Mag-Essel. L'anti-sèche, vous savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est un anniversaire aujourd'hui, celui de la bataille la plus célèbre de l'histoire de France. Vous saurez tout sur 1515 et sur Marignan. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, on va s'envoler avec Francky Zapata et ses drôles de machines. Et puis on retrouvera comme plusieurs fois par semaine Marie-Olivier et son cours particulier. Sortez vos baguettes magiques, révisez vos formules. On filera avec elle à l'école dont rêvent des millions d'enfants, d'adolescents et je crois de jeunes adultes dans le monde, l'école des sorciers. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Il y a l'impact de la pandémie de Covid-19, celui de la guerre en Ukraine, le péril climatique. Intuitivement, on se dit que tout cela n'est pas très bon pour le moral des élèves et que c'est peut-être source de stress pour eux. Rester à le prouver. Eh bien, c'est ce qu'a fait l'association SYNLAB. Elle vient de réaliser une enquête auprès de 1056 enseignants afin de mesurer l'ampleur du phénomène de stress depuis la maternelle jusqu'au lycée à partir du témoignage des enseignants. On reçoit la cofondatrice et co-directrice de l'association, Florence Rizzo. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de recevoir sur ce plateau puisqu'elle nous avait fait l'amitié de venir l'année dernière. Vous avez donc conduit cette enquête en fait à la fin du printemps. Oui. Et vous avez, ensuite il a fallu la traiter, la malaxer. Vous venez de la publier en cette rentrée. Je vous laisse donner les résultats déjà côté élèves. Ceux qui donnent des signes de détresse psychologique, c'est déjà considérable. C'est un élève sur 4. Donc effectivement, on voit que c'est assez significatif et on voit une évolution en fait. C'est-à-dire que en tout cas, les élèves de maternelle vont être 18% à exprimer des signes de stress et d'anxiété. Et au lycée professionnel, ça va plutôt être 35%, c'est-à-dire un lycéen sur 3. Et entre les deux, ça grimpe gentiment. Ça grimpe effectivement. Enfin, quand je dis gentiment, ça grimpe de manière assez inquiétante d'ailleurs. Et en tout cas avec une capacité à verbaliser les choses évidemment à un âge plus avancé. Donc ce qui pose la question pour les plus petits, de cette internalisation du stress et de leur capacité à verbaliser. Pour essayer de l'évaluer, vous avez donc interrogé des enseignants. Vous leur avez demandé, c'était quoi les indices? Vous leur avez demandé quoi exactement? On les a interrogés en fait pour comprendre quelles étaient les sources de stress, les marqueurs de ce stress, comment ils observaient en fait la verbalisation du stress à l'école. Et en fait, ce qui a été assez marquant, c'est notamment qu'ils exprimaient une perte d'insouciance en fait de la part des élèves en fait, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que à la fois bien sûr le contexte sanitaire et social, mais aussi les difficultés dans leur propre famille, le rapport aux écrans aussi qui a été très complexe pendant le confinement, a eu plutôt comme impact de générer davantage de stress et d'anxiété chez les élèves. Donc, ils ont des élèves qui sont plus tendus et qui l'expriment davantage, avec y compris des propos qui sont limite suicidaires parfois. Donc, il y a une verbalisation beaucoup plus forte, une extériorisation beaucoup plus forte du stress. Mais alors, ça a plein d'impacts et notamment, ça en a un sur l'appétence à persévérer. Or, la persévérance, tous les pédagogues le disent, c'est une compétence fondamentale. Effectivement, il y a une corrélation en fait entre ce stress et le désengagement scolaire. Si on pense qu'on est nul et qu'on va jamais y arriver, on abandonne en fait et on finit par décrocher. Et donc il y a un cercle vicieux qui s'installe entre le stress et le désengagement et le décrochage scolaire. Et c'est là où ça devient extrêmement nocif pour les apprentissages et effectivement la persévérance à l'école. Du côté des enseignants, c'est contagieux le stress en fait. Donc du côté des enseignants, il y a plus de stress aussi. Oui, alors l'autre chiffre marquant, c'est que plus de 80% des enseignants se déclarent en situation d'épuisement émotionnel, moyen ou fort. Donc c'est vraiment colossal. C'est massif, en fait. C'est massif, c'est généralisé. Et effectivement, le fait de devoir gérer au quotidien des enfants, c'est 9 enfants sur 30, si on prend une classe, 9 enfants qui sont en difficulté, ça finit par avoir une contagion sur l'enseignant. C'est comme les soignants dont on parlait beaucoup du burn-out, c'est parce qu'au quotidien, ils absorbent. Et à un moment donné, ce stress, effectivement, ils le vivent eux-mêmes. Avec chez les soignants comme chez les enseignants, la question des moyens qui revient en boucle. Qu'on a parfois pris l'habitude de ne pas écouter très sérieusement parce que ça fait longtemps qu'elle revient en boucle, mais j'allais dire,
cette fois, on ne peut plus faire l'impasse, quoi. Non, et exactement. Enfin, je trouve que la comparaison est bonne avec le monde de la santé, parce que finalement, avant la crise sanitaire, on avait presque oublié que on avait besoin de ces soignants et on avait besoin de soigner les soignants, en tout cas de s'occuper d'eux. Et je pense que dans le monde de l'éducation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des professionnels qui sont au nombre de quasiment 1 million, qui sont au quotidien auprès des enfants. Et si on ne s'occupe pas d'eux, évidemment, ils auront du mal à s'occuper des enfants. Et donc, voilà, c'est ce que Cynthia Fleury appelle l'éthique du care et comment on incarne cette équipe. Du care, du mot anglais, hein, C-A-R-E. Du care, du prendre soin. Du prendre soin, voilà. Du prendre soin qui est absolument essentiel pour remettre de l'humain au cœur du système et s'assurer qu'on prend soin de ceux qui doivent prendre soin au quotidien. Qui doivent prendre soin des autres. Stress à tous les étages de la maison école. On en parle avec Florence Rizzo, cofondatrice et codirectrice de l'association SYNLAB, qui a donc réalisé une enquête sur le sujet. Mais pour l'heure, Emma Guessel et son anti-sèche. On va se déstresser. C'est le moment zen. Florence, 1515 Marignan. Yes. Yes. Oui. Et c'était un 14 septembre. Ça, je ne voulais pas demander. Ah. Mais oui, et presque tout le monde connaît la date. Mais quand il s'agit d'expliquer ce que c'est, petit trou de mémoire... Je m'arrête là, hein, on ne va pas vous demander. J'adore le regard. Il s'arrête là, non, il s'arrête. Mais vous allez tout nous expliquer. Mais oui, la bataille de Marignan, donc 1515, fait partie de ces dates qu'on a tous apprises quand on était au collège. Même à l'école, je crois. Même à l'école, au collège, voilà, 1515 Marignan. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette bataille de Marignan ? Eh bien, c'est une victoire militaire française attribuée à ce monsieur que vous allez voir apparaître sur vos écrans. C'est François Ier, roi de France de 1515, justement. Vous allez voir que ça a son importance jusqu'en 1547. Alors, roi qui encore aujourd'hui représente toute une époque, celle de la Renaissance. Sous son règne se développent les arts et les lettres en France, par exemple. C'est lui qui instaura le français comme langue officielle à la place du latin dans tous les actes juridiques et administratifs. Et vous signalez que ça a son importance qu'il soit roi depuis 1515 et que Marignan soit en 1515. Pourquoi ? Mais parce que c'est le début de son règne en 1515. Il arrive au pouvoir lorsqu'il a... Voilà, c'est un jeune roi, il a 20 ans et il a envie de marquer l'histoire. Il veut étendre son royaume. Et il a une obsession, c'est l'Italie. Il veut à tout prix la conquérir, notamment le duché de Milan, que la France avait déjà conquis, mais qu'elle a perdu entre-temps. Donc pour ça, il développe des stratégies. Déjà, il fait des alliances avec les pays voisins pour être sûr d'être en bons termes. Et surtout, il se met à négocier avec le duché de Milan. Spoiler, ça marche pas trop. Le duché de Milan n'a pas du tout envie de céder face à la France. Et François Ier décide de l'attaquer. Eh oui, il décide de marcher sur Milan. Et en arrivant là-bas, il s'installe dans une petite ville juste à côté... Marignano, voilà, qui aujourd'hui s'appelle Melegnano. Elle a changé de ville, elle a changé de nom, cette Marignan. ville. Absolument. Donc, la bataille est inévitable. Et donc, dans la nuit du 13 au 14 septembre, a lieu la fameuse bataille de Marignan, bataille cinglante, 16 000 morts en 16 heures. Ouais, une boucherie. Et la France gagne grâce à quoi ? Eh bien, alors l'armée milanaise, qui était aidée des Suisses, était composée essentiellement d'infanterie, donc de soldats à cheval, alors que l'armée française, elle était composée de fantassins, donc de soldats à pied, mais aussi de cavaliers, et puis surtout, ils ont amené avec eux de l'artillerie, des canons, et c'est ce qui va leur permettre de gagner. Pourquoi, malgré tout, ce 1515, en dehors du fait que la date est facile à mémoriser, pourquoi cette date marque encore les esprits aujourd'hui ? Déjà parce que cette victoire a eu des répercussions très positives pour la France. Après la bataille, François Ier signe un accord avec le pape, le Concordat de Bologne. C'est lui qui nomme désormais les évêques et les cardinaux en France. Et puis il signe un traité de paix perpétuel avec la Suisse. C'est d'ailleurs considéré comme l'acte fondateur de la neutralité suisse aujourd'hui. Et puis dernier point, ça permet à François Ier de gagner un prestige international et de placer la France dans une bonne posture. Et la bataille de Marignan sera aussi un moyen pour lui de faire de la propagande quand ça ira un petit peu moins bien par la suite, durant son règne. Merci beaucoup. Vous saviez tout ça, Florence ? Non. Voilà l'histoire de Marignan. Eh ben, vous n'êtes pas la seule. Prochain sondage pour SYNLAB, quand vous avez envie de nous stresser, vous savez, vous demandez aux gens, 1515 c'est Marignan, d'accord, mais Marignan c'était quoi ? Puis là vous allez avoir 95% ne savent pas, ça va être encore plus stressant. Emma, merci beaucoup, on se retrouve dans quelques minutes pour la récré. On retrouve Florence Rizzo pour parler stress à l'école, grand oral.
25% d'élèves donc en détresse psychologique. C'est un des résultats chocs de l'enquête menée par l'association SYNLAB auprès d'un millier d'enseignants. On en parle avec Florence Rizzo. Il n'y a pas que le Covid, il n'y a pas que la crise climatique, il n'y a pas que la guerre en Ukraine. En fait, dans les études internationales, notamment celles de l'OCDE, il apparaissait déjà que les élèves français étaient parmi les plus stressés. Oui, parce qu'effectivement, il y a un contexte scolaire qui peut être qui met de la pression, notamment sur les évaluations, et avec une logique méritocratique, d'excellence et d'élitisme, en fait, qui va mettre la pression avec des évaluations. Plus que dans d'autres pays. Plus que dans d'autres pays. Donc ça, c'est sûr que les enseignants, par exemple, peuvent agir sur ce contexte évaluatif pour abaisser le niveau de stress. Bien sûr, il y a d'autres éléments de stress qui vont intervenir, mais les évaluations font partie des situations scolaires stressantes. Ce que vous dites aussi dans l'étude, c'est qu'on est inégaux finalement face au stress, parce que des situations stressantes, que ce soit des situations générales telles que celles que je décrivais, ou des situations personnelles, un deuil, une maladie, etc., au fond, on y est tous confrontés et on réagit très très différemment. Oui, on va réagir différemment en fonction des ressources internes qu'on a et du soutien moral qu'on va recevoir dans sa famille ou auprès de ses proches. Donc effectivement, on n'est pas égaux face à la gestion du stress et tout l'enjeu, c'est d'essayer justement d'aller soutenir et d'aller chercher ces ressources pour être dans des stratégies dites de coping, c'est-à-dire de faire face... Le coping au sens de... C-O-P-I-N-G. C-O-P-I-N-G. Coping. Care. Coping. Au sens de, être capable de dépasser les difficultés, de les surmonter. C'est comment je gère, quoi. Voilà, plutôt que d'être dans des stratégies d'évitement qui vont déboucher sur des comportements à risque, de violence, être ostracisé socialement, d'addiction. C'est-à-dire, je fais tout pour fuir la situation plutôt que de l'affronter, en fait. Et donc, de là, il y a des comportements à risque aussi des adolescents. Qui sont extrêmement dangereux et plus les adolescents sont âgés, et plus il y a des risques de tentatives de suicide et donc de comportements très très dangereux. Donc toute la difficulté, c'est d'identifier de manière précoce en fait les signes de détresse, les signes de stress, et d'essayer de soutenir les enfants, les élèves dans ces stratégies de faire face. Et donc notamment être en capacité de nommer ces émotions, de les reconnaître, de les nommer, de les partager. C'est une base en fait pour être en capacité d'être résilient et de dépasser ces difficultés. Et quand on est enseignant, faut-il oser le faire? Faut-il savoir le faire aussi? Parce qu'on peut faire un peu n'importe comment quand on s'improvise psychologue de comptoir. Ils sont un peu formés à tout ça, et comment on fait? Alors ce que montre notre enquête, c'est que la moitié des enseignants expriment le besoin d'être formés sur ces questions-là et formés notamment sur la détection en fait, des signes avant-coureurs du stress et de l'anxiété, et puis formés sur le développement de ces capacités émotionnelles à reconnaître, nommer et partager les émotions. Donc c'est les deux sujets principaux sur lesquels ils ressentent un besoin d'accompagnement. Et c'est vrai que le but, c'est pas de s'improviser psychologue, c'est-à-dire que quand on est dans une difficulté qui demande à être traitée d'un point de vue thérapeutique, le but, c'est de renvoyer vers la médecine scolaire ou vers les partenaires sociaux de l'école. Ça peut toucher absolument tous les élèves néanmoins, mais certains ne le montrent pas. C'est ce que vous dites aussi dans l'étude. Donc probablement, ils sont beaucoup plus nombreux que ce que vous avez identifié à être stressés. Oui, effectivement, tous ne sont pas en capacité de le montrer. Certains vont l'intérioriser et c'est parfois plus dangereux finalement parce qu'on a plus de mal à identifier ces signaux-là. Donc on a essayé de cartographier un petit peu les différentes manières de le verbaliser, mais aussi parfois de l'intérioriser. Donc ça peut se traduire par le fait qu'il y a un enfant qui est complètement silencieux, qu'on n'entend jamais, et donc d'essayer d'aller creuser qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est parce qu'il est timide? Est-ce que c'est parce qu'il y a une fragilité psychologique? Est-ce qu'il y a un besoin particulier? Donc effectivement, le comportement perturbateur, violent est celui qu'on va le plus facilement voir et vouloir traiter, mais il y a d'autres manières d'exprimer ou d'intérioriser le stress. Avec sur cette question, comme sur tant d'autres à l'école, un effet très fort du contexte social.
évidemment, et là, la crise sanitaire a renforcé les difficultés des familles. Donc, quand un enfant est en situation de pauvreté, de grande pauvreté, évidemment, il est préoccupé par la situation matérielle de ses parents, il est vulnérabilisé. Vulnus, c'est la blessure. Il est vulnérabilisé et donc plus sujet à des situations de pression et de stress, quoi. Et tout ça n'est pas sans conséquence. Je cite Fernando Núñez Reguero, qui est chercheur en sciences de l'éducation à Grenoble, que vous citez dans votre étude. Les effets du stress ne sont pas uniquement scolaires. Un élève en détresse psychologique, c'est aussi un élève qui aura des difficultés à se projeter dans l'avenir. On va continuer à parler de ces effets en cascade. Je crois qu'on a mérité une petite récré. Vous êtes d'accord, hein? Oui, allez. Emma, c'est la récré, c'est possible? Tout est prêt? Allez, récré. Prenons un peu de hauteur. Mais oui. Comment vous imaginiez le 21e siècle? Parce que moi, par exemple, quand j'étais petite, je pensais qu'au 21e siècle, il y allait avoir des voitures volantes. On se disait tout ça un petit peu. Vous me jugez là, hein? D'accord, des voitures volantes. Jamais. Mais alors, écoute, je pensais empathie, sympathie. Voilà, mais je pensais qu'il allait avoir des voitures volantes et que ça serait le nouveau mode de déplacement. Quoi qu'aujourd'hui, niveau carbone, ce serait pas génial. Ce serait pas génial, sauf avec mais il n'empêche à l'hydrogène ou je ne sais quoi. Mais il n'empêche que la voiture volante, elle est là, à portée de main, puisque cet été, voilà ce qu'on a pu apercevoir au-dessus de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. On voit voilà cette voiture volante qui vole au-dessus de l'étang. Ça y est, la voiture volante est arrivée. Non. On la voit? Ah oui, ça y est. Ah, elle vole vraiment? Elle vole vraiment. Et à quelle hauteur? Elle vole pas très... Alors, elle peut aller jusqu'à 3000 mètres d'altitude, quand même, et jusqu'à 250 km/h. Et tout ça sans bouchon. Wow. Formidable. C'est la vitesse d'un... Enfin, c'est pas le record, mais c'est la vitesse moyenne d'un TGV, ça. C'est fou. Donc voilà, la voiture volante est là. Qui on voit là sur les images? C'est elle, c'est cette voiture. D'accord, non mais qui le dingue à l'intérieur? Alors, le dingue, c'est Francky Zapata. Ah bah oui, forcément. On le connaît déjà. Ouais. Il se fait surnommer l'homme volant, puisqu'on l'a déjà vu à bord de son flyboard, dont il est l'inventeur. C'est un engin qu'il propulse dans les airs, au-dessus de l'eau, exactement. Et alors, on va voir quelques images, parce qu'il y a quelques jours, il a fait la course avec une ancienne voiture de Formule 1. C'est impressionnant, regardez. Je suis pas sûr d'avoir vu, mais qui arrive en premier? Lui, wow. Francky Zapata. C'est dingue, non? C'est assez spectaculaire. Voilà. Et les enfants étaient fous de joie de voir ça. Et donc vous êtes heureuse, votre rêve s'est réalisé, le XXe siècle? Attendez, il n'y en a qu'une. Faut devenir copine avec Francky. C'est une très bonne idée. Merci. C'est vrai? Ouais. On va faire ça. Moi, j'ai trop envie de voler dans une voiture. Ok, tant que vous revenez ici, il n'y a pas de problème. Je reviendrai. J'arriverai en voiture volante. Essentiel. Génial. Suite du Grand Oral. Merci beaucoup. Suite du Grand Oral. On retrouve Florence Rizzo. Plus d'1 millier d'enseignants ont été interrogés par l'association SYNLAB pour dresser un bilan de santé mentale de leurs élèves. On en parle depuis le début de cette émission avec Florence Rizzo, cofondatrice et co-directrice de l'association. On le disait que ce stress était contagieux. Alors vous avez cité un chiffre qui est plus de 80% des enseignants qui sont en situation d'épuisement émotionnel, moyen ou fort. Épuisement émotionnel, et dont la moitié a des niveaux pathologiques. Oui, et donc il demande effectivement un soutien. Enfin, quand on parle de burn-out, c'est effectivement une vraie problématique qui demande. Et la moitié, c'est juste affolant. Des traits. Oui, il y a un vrai enjeu de santé publique en fait à travailler sur cette question-là, et donc c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps pour que les enseignants soient soutenus moralement, psychologiquement, pédagogiquement dans leur action quotidienne. Et ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui sont le plus stressés. Enfin, en tout cas, pour qui on arrive à ce point de non-retour. Oui, parce qu'il y a un phénomène d'accumulation en fait qui peut peser sur la confiance qu'ils peuvent avoir en eux, la confiance qu'ils peuvent avoir parfois en l'institution. Donc à la fois il y a phénomène d'épuisement aussi. Voilà, d'accumulation. Donc à la fois il y a du burn-out chez les tout jeunes en fait qui démarrent, mais il y en a aussi chez les plus expérimentés qui vivent un phénomène d'accumulation. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'ils demandent les enseignants? Alors pour ce qui est de leurs élèves, on a compris de la formation pour à la fois identifier à la fois les signaux dits et non dits du stress chez les élèves et y répondre sans faire n'importe quoi parce que ça ne s'improvise pas. Donc là, il y a un vrai besoin de formation. Et pour eux-mêmes?
Et pour eux-mêmes, déjà la formation, c'est quelque chose qui rassure en fait et qui permet de se sentir outillé, parce qu'en fait, le sentiment d'efficacité personnelle peut laisser la place à un sentiment d'impuissance en fait. Et c'est ce sentiment d'impuissance qui est dévastateur. C'est comme quand les soignants disaient mais on n'arrive plus à bien faire notre métier. Une infirmière qui disait j'arrive plus à faire le métier qui me passionne et pour lequel je suis payée. Je peux plus être aux côtés de mes patients. Là, c'est la même chose. C'est un sentiment d'impuissance à ne pas réussir à être aussi bien aux côtés des élèves qui le souhaiteraient. Donc le fait d'être soutenu en formation continue et dans leur vie de tous les jours par d'autres enseignants, comme on peut le faire avec Être Prof, c'est une manière de ne pas se sentir seul face à la difficulté finalement. En grande habituée de cette émission, Florence fait les transitions pour moi, c'est génial, merci. Être Prof, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est une plateforme qui a été créée par Synlab, une des deux plateformes, parce qu'il y a ManageEduc aussi. Quel est l'objectif d'Être Prof? Alors, Être Prof, donc c'est une communauté professionnelle de plus de 110 000 enseignants qui s'entraident au quotidien, donc via à la fois de la création de contenus, tutos, vidéos, fiches outils, parcours de formation, mais aussi par des ateliers, des webinaires, du mentorat, donc du soutien social finalement qui est apporté entre enseignants. Et on se rend compte que les enseignants ont besoin des deux, c'est-à-dire ont besoin à la fois de contenus très pratico-pratiques pour agir correctement au quotidien et s'améliorer, et en même temps d'un soutien moral qui est apporté par leurs pairs, mais aussi on travaille avec Marie Galet-Sono par exemple, qui est docteur en psychologie et qui a coproduit le parcours d'accompagnement sur la gestion du stress qu'on propose sur Être Prof. Voilà, on va aller chercher aussi des expertises qui leur permettent de grandir en compétences sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément une parfaite maîtrise. Mesurer si les enseignants qui sont membres de la communauté sont un peu moins stressés que les autres? On n'a pas d'études. On va faire ça l'année prochaine. Et comment ils sont quand même dans un environnement, à savoir des établissements complexes, notamment quand on a. Alors je ne dis pas que c'est pas complexe de gérer une école primaire, mais en tout cas plus important quand on arrive dans le secondaire. Vous avez aussi créé ManageEduc. Oui, ManageEduc, qui est une plateforme d'accompagnement des chefs d'établissements scolaires, donc principaux et proviseurs, avec l'idée de les soutenir dans leur pilotage humain des établissements scolaires. Et eux, ils ont les mêmes besoins finalement, parce que tout ce stress dont on parle, il remonte en cascade jusqu'au bureau du principal ou du proviseur, non? Complètement. Ils ont à la fois ce besoin-là pour eux-mêmes, parce qu'effectivement, ils sont entre le marteau et l'enclume à gérer toute la complexité des injonctions qui viennent d'en haut, des parents qui ont des demandes. Donc voilà, toutes ces pressions, c'est le chef qui l'absorbe. Mais ils ont aussi pour rôle finalement d'être en prévention et en accompagnement des équipes enseignantes pour essayer de les accompagner au mieux. Et tout ça, c'est ce que fait Synlab depuis 10 ans. Vous allez avoir 10 ans, il paraît? Oui, on va avoir 10 ans. Merci. Si on l'avait dit à Emma, elle aurait fait un gâteau. Elle fait des gâteaux absolument succulents. Effectivement, on fête nos 10 ans le 5 octobre à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants. Il va y avoir un film qui va sortir, un documentaire au cinéma qui va s'appeler Être Prof, qui est un très beau documentaire produit par Barthélémy Fougéa, le producteur de Sur le chemin de l'école, et un documentaire qui nous emmène aux quatre coins du monde. On va en parler, on va le regarder, on va en parler, surtout s'il part aux quatre coins du monde, ça va beaucoup plaire à Marie. On n'a qu'à l'appeler Marie, elle va arriver. Merci beaucoup. Merci. Emma, Marie, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Marie-Olivier, cours particulier, on fait un petit peu un tour des pédagogies. Donc Être Prof, on va le regarder ce film. Mais bien sûr. Et on reparlera de tout ça. Mais aujourd'hui, un cours particulier sur les apprentis sorciers. Est-ce que vous vous définiriez comme fan d'Harry Potter, Emmanuel? Amateur éclairé par obligation paternelle. Je vois. Vous voyez le miroir magique? Ah oui, je vois très bien. Le miroir du Reset. Le désir à l'envers, le Reset. C'est ça. Ouais, où Harry voit ses parents disparus. En primaire, je vous assure que ce qui aurait pu apparaître dans mon miroir du Reset, ça aurait été d'intégrer Poudlard. Pour de vrai, comme de nombreux enfants de l'époque. Vraiment. C'est toujours autant à la mode, Harry Potter? Vous êtes en train d'insinuer que je suis has-been, là? Pas une seconde. Allez, je me suis si peu. 20 ans après, Harry Potter continue de faire rêver adultes et enfants. Il nous propulse dans ce monde si particulier que J.K. Rowling a créé. Et figurez-vous que des enseignants en France et ailleurs s'appuient sur cet univers magique et complexe pour faire apprendre leurs élèves. Et c'est de ça dont on va parler. Alors, ils s'en servent comment? Il y a plein de façons de faire. On part aux États-Unis d'abord? Oui, il y a plein de façons de faire. Ils peuvent s'en servir dans des matières qui s'y prêtent. Aux États-Unis, par exemple, Madame Stack, une prof du Bronx à New York, enseigne l'anglais seconde langue en middle school, l'équivalent du collège en France. Et en fait, la majorité de ses élèves sont soit hispanophones, soit arabophones. Et donc, il était assez difficile finalement de les faire communiquer entre eux. Et donc, elle a utilisé Harry Potter comment?
Elle a utilisé les livres d'Harry Potter. Tenez-vous bien, pas moins de 450 millions d'exemplaires d'Harry Potter ont été vendus dans le monde. Eh bien, Stack s'est appuyé sur Harry Potter à l'école des sorciers, donc c'est le premier tome de la série, qui elle a évidemment trouvé très facilement en version anglophone, hispanophone et arabophone, pour faire découvrir la langue anglaise aux élèves. Et ça a super bien fonctionné, puisqu'au fil du semestre, les enfants qui étaient passionnés par l'histoire et qui ne parlaient pas la même langue se sont mis à dialoguer en anglais sur ce livre. Ils étaient sur la langue commune. Il y a aussi, je crois, des cours de potions. Ouais, c'est pas une blague. Aux États-Unis aussi, il y a un professeur de maths qui raconte que pour étudier les fractions et les décimales, il a mis du papier un peu partout sur les tables, des chaudrons, et donc pour faire ressembler ça à la salle des potions de Rogue. Et en fait, les élèves ont super bien appris, motivation, apprentissage garanti. Et il y a en France aussi des instituteurs qui font ça en cours de chimie. Alors ça va bien au-delà, parce qu'il y a carrément des classes Harry Potter, en France d'ailleurs. Oui, ça tient du rêve. J'aurais adoré. Mallory Tinena Monar, donc elle est institutrice en Isère, mène des classes Harry Potter depuis une dizaine d'années en CM1, CM2. Et elle documente ses expériences dans son blog La classe de Mallory. Elle utilise l'univers fantastique sous toutes les coutures de sa cape pour la gestion de classe et les apprentissages. Concrètement, ça donne quoi? Donnez-nous des exemples, plongez-nous dans cet univers. Alors, par exemple... Qui vous fait tant rêver. Ouais, la cloche retentit, donc il faut donner un mot de passe à l'enseignante pour rentrer dans la classe. Donc on ne parle pas de Caput Draconis, vous connaissez. Quel accent, Caput Draconis. Moi, je me souviens de Wingardium Leviosa. C'est pour faire lever une plume, vous savez. Je sais, bien sûr. Ça marche pas parce que sinon vous auriez été en lévitation. Donc ça, c'est pour rentrer dans la salle commune d'habitude. Ça fonctionne, je le savais. J'ai beaucoup travaillé ce soir. Je le savais. Ça plus jamais ça, les abdos. Et donc, on ne dit pas Caput Draconis. Là, on va, par exemple, si je vous dis, la maîtresse vous dit Marignan, vous dites 1515. Voilà. Et là, vous avez le droit de rester dans la classe. Ouais, c'est du D'accord, j'ai appris des choses, on vérifie. Et est-ce qu'il y a le choix-peau? Il y a un choix-peau magique? Oui. Est-ce qu'ils sont choisis comme ça, les élèves, dans la classe de Mallory? Ils sont répartis entre Gryffondor, Serdex, Serpentard et Poufsouffle. Et dans les classes à double niveau, ça permet en fait de mélanger les élèves. Ils font gagner des points à leur maison au cours de l'année grâce à des exercices. Donc la maîtresse s'arrange pour toujours faire gagner une maison, enfin chaque maison c'est un peu au cours de l'année. Génération à nous, ça s'appelait l'école des fans. Tout le monde gagne. Ah oui, je vois. Je vois quand même. Et en fait, la maison... La maison gagnante est récompensée de galions. Donc les galions, c'est la monnaie des sorciers. C'est la monnaie des sorciers ou de choco-grenouille. D'accord, mais ils gagnent pas. Elle l'a fait. Je rêve. Vous connaissez la choco-grenouille? Bah oui, voilà. Mais ça se mange pas. Si, normalement, ça se mange. Ça? Mais non, il y a un truc écrit dessus, il y a marqué warning, quelque chose, arrêtez. Oui, mais les vrais se mangent. J'ai pas trouvé de vrais choco-grenouilles, je suis désolée. C'est ça. Cadeau. Enfin, prêt. Génial. Mais bon, ils travaillent quand même un peu pour gagner des points et des choco-grenouilles? Bien sûr. Ils travaillent, ils sont récompensés de leurs efforts en calcul mental ou en orthographe. C'est un élément de motivation qui est d'autant plus important. Ils veulent aussi faire gagner leur équipe, donc ça stimule leur esprit d'équipe. Et vous savez quoi? Vous pouvez même acheter des pouvoirs grâce à vos galions. C'est pas comme quoi? Comme par exemple... Faire l'imbécile à la télé? Non, la cape d'invisibilité. Donc, génial. Ça permet de ne pas être interrogé de la journée. Moi, j'aurais trop aimé avoir cette cape. C'est trop, ça. Ouais, ça vous va ravir. C'est vrai. C'est magnifique. C'est vous qui avez cherché. Terminez votre chronique maintenant. Allez, on travaille. Les élèves sont vraiment motivés par le jeu. Donc il y a même des enseignants qui montent des escape games de toutes pièces. Et l'univers parallèle dans lequel ils évoluent les stimule évidemment, comme vous avec la choco-grenouille. Vous êtes perturbés. Ça marche à tous les coups. Les petites sœurs et les petits frères des élèves qui sont dans les classes. Donc une hâte, c'est vraiment d'arriver dans la classe de CM1, CM2, la classe Harry Potter. Donc ils prennent vraiment plaisir à apprendre. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ces classes se développent notamment en France parce que ça marche. Il y a même un groupe d'instituteurs qui existe sur Facebook qui s'appelle Instit Direction Poudlard, et où les enseignants partagent idées et bonnes pratiques. C'est génial, Marie. Alors, vous n'avez jamais reçu la lettre? Vous l'avez attendue longtemps? Très longtemps. Vous l'attendez toujours? Oui, toujours. En fait, vous pourriez aller chez Mallory. Oui, c'est vrai. Elle a peut-être de la place, Mallory. Mallory, s'il vous plaît. Franchement, Marie, elle est super sympa. Elle a une petite tendance à balancer des grenouilles pendant les cours, mais je vous jure, à part ça, elle est sympa. Merci beaucoup pour cette chronique sur toutes ces pédagogies autour de Harry Potter. Merci. Ça c'est bien, ça détend. On n'est pas stressé quand on fait comme ça. Ah bah oui, c'est sûr.
Chocolat, surtout si elle est en chocolat. Surtout si elle est en chocolat. Déstressant, bien célèbre. On en parlera peut-être un jour dans notre rubrique Plateau Repas, dans laquelle on parle de nutrition. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci aussi évidemment à toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont, et puis en régie à Marie Neuplantec, assistée par Roxane Sarfati, au son Saïd Mamou, à la réalisation Benjamin Michel et Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez évidemment. Pourquoi vous arrêtez? C'est parce que je prononce trop bien? Oui, vous prononcez très très bien. Ouais, bah oui, non, mais c'est important de bien prononcer aussi. Il y a des gens qui vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.